Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Ils s'appelaient Bruno et Jean. En 1750, ils ont été surpris en pleine Quicouterie par un sergent du guet. En 1750, à Paris, ils ont été condamnés pour crime de sodomie, étranglés, puis brûlés place de Grève. C'est la dernière fois qu'une exécution a lieu en France pour un tel crime. Un crime qui est d'ailleurs supprimé quelques années plus tard, en 1791, dans le souffle révolutionnaire. La répression, elle, continue. Mais pour le moment, 1750, l'homosexualité au bûcher. Dans aucun texte du Code pénal ou du Code civil français, vous ne trouverez le mot sexe. Le Code pénal a pu réprimer l'homosexualité, mais vous pourrez toujours rechercher, le mot sexe n'existe pas. Le sexe encore, le sexe toujours. Si on appelle l'homosexualité une seconde normalité, c'est déjà une concession, car en réalité, si le sexe est nature, cette nature est partout, et c'est une erreur de la voir tantôt ici plutôt que là, et tantôt là plutôt qu'ici. La vie, le corps, sont devenus des objets politiques. Pauline Valade, bonjour. Bonjour. Qui est Bruno ? Alors Bruno, c'est un garçon cordonnier. Il est indiqué comme ça dans les archives. Il est âgé il a 20-25 ans selon les archives aussi. C'est un jeune homme qui vient de la ville de Douai, dans les Flandres. C'est une ville qui est française depuis 1713 et il habite dans le quartier de la Sorbonne chez son maître cordonnier. Voilà. Qui est Jean ? Et Jean, c'est un homme qui est plus âgé, d'une quarantaine d'années, qui est indiqué comme gagne-denier, alors qu'en réalité, il est domestique chez une charcutière, il est parisien, et il vit rue de la Fromagerie, chez un marchand, dans le quartier des Halles. Voilà, il ne sait ni lire ni écrire, et le seul détail qu'on a sur lui, c'est qu'il a un bandeau sur l'œil. Il lui manque un œil. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Pauline Valade, vous êtes historienne, vous êtes agrégée docteur en histoire et vous publiez Bruno et Jean chez Actes Sud. Et là, j'ai envie de dire, vous êtes aussi romancière parce qu'il s'agit d'un roman autour de cette affaire en 1750, Bruno et Jean. Et pour bien saisir ce que signifie le regard porté sur l'homosexualité au XVIIIe siècle, avec nous aujourd'hui, Thierry Pastorello. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes bibliothécaire au département littérature et art de la Bibliothèque nationale de France et vous avez, vous aussi, étudié le regard porté sur l'homosexualité. L'ouvrage s'intitule Sodome à Paris, fin XVIIIe siècle, milieu XIXe siècle, l'homosexualité masculine en construction. Cette affaire de 1750 commence au mois de janvier, le 4 janvier. Que se passe-t-il, Pauline Valade, ce jour-là ? Alors le 4 janvier, vers 23h à peu près, Bruno Lenoir et Jean Diou sont arrêtés par un sergent du guet. En réalité, ils étaient trois, un sergent, un caporal et un soldat. Et puis ils avaient un indique, un éclaireur qui marchait devant eux. Et cet éclaireur, voit Bruno et Jean et se rapproche du sergent et indique que ces deux hommes seraient en train de commettre le crime de sodomie. À partir de là, ils sont arrêtés et conduits chez le commissaire Jacques-François Charpentier qui va dresser un procès-verbal de leur arrestation et à partir de là commence cette affaire qui est une affaire inédite, on aura l'occasion d'en reparler et c'est le début d'une procédure criminelle traditionnelle mais inexplicable. Oui, parce qu'ici, nous avons quand même toute une réflexion à avoir autour de ce que signifie l'homosexualité, le crime de sodomie au XVIIIe siècle. Thierry Pastorello, on n'est pas dans les marges ici, au sens où l'homosexualité, même si elle n'est pas mise en avant et même si le mot n'est pas utilisé, c'est une pratique que les gens n'ignorent pas. Faut toujours minimiser l'ignorance des gens qui ne seraient pas au courant. Les gens du XVIIIe siècle savent très bien que ça existe et qu'il y a des gens qui sont homosexuels. Oui. D'ailleurs, il y a à Paris, au cours du XIXe siècle, une sous-culture sodomite. D'ailleurs, le terme qu'utilise Pauline Valade, chevalier ou Jean de la Manchette, l'incarne parfaitement. Il y a une sous-culture sodomite, des lieux de rencontre, les Tuileries, le Jardin du Luxembourg, les quais de Seine, les boulevards extérieurs qui correspondent à peu près à la porte Saint-Denis, puisque au-delà on n'était pas à Paris. Il y a aussi des bars. On peut les voir dans les archives de police, principalement des archives de la Bastille qui sont contenues à la bibliothèque de l'Arsenal et les archives dites des brigades de pédérastie qui sont consultables aux archives nationales dans les séries Y. Donc on peut voir, il y a des bars. Il y a aussi, on peut reconstituer à travers ces archives des réseaux de connaissances. C'est des hommes qui
qu'ils ont, parce que quand ils arrêtent un homme, souvent ils disent vous connaissez tel. Et il y a des gens qui ont des surnoms. D'ailleurs, j'en ai vu certains dans votre ouvrage, Pauline, et 2 surnoms, la demi-lune. Donc il y a déjà des réseaux de connaissances, des réseaux sodomites. Donc effectivement, les gens n'ignorent pas ça. Et d'ailleurs, Pauline Valade en parlera, mais cette condamnation a étonné tout le monde parce que c'était un fait tellement, les gens disaient c'est un fait tellement courant à Paris. Et déjà au cours du XVIIIe siècle, la police, c'est il faut que l'homosexualité n'apparaisse pas dans le domaine public. Mais on sait que ça existe. Mais on sait que ça existe parce que dans le domaine public, après, ça va être je pense à un livre de Marcel Ayacoub par le trou de la serrure, une histoire de la pudeur publique 19e, 20e siècle, où après, voilà, c'est ce dont on ne doit pas parler. Et d'ailleurs, pourquoi le crime de sodomie est supprimé? Il y a la laïcisation du droit, mais il y a aussi, certains disaient, je crois que c'est Jean-Paul Marat et Brissot disaient, il faut pas parler de ces choses-là parce que ça donnera envie, ça suscitera certainement des curiosités malsaines. Ça nous fait rire aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui ça nous fait rire des choses comme ça, mais c'était des idées qui traînaient dans l'air. Avec une réussite quand même de la part des autorités morales et même des autorités politiques de cacher l'homosexualité au sens où dans nos représentations on a l'idée que oh non ça n'existait pas, ça ne se voyait pas. Pauline Valade, Bruno et Jean, cette affaire que vous étudiez parce que pour écrire un roman il faut l'étudier, c'est une affaire dans un monde très complexe où l'homosexualité est présente au XVIIIe siècle et déjà avant. Ça se sait. Peut-être un bémol ici, ça se sait, mais avec une lecture sociale à avoir. Ça se sait peut-être à la cour où ça peut être amusant, beaucoup moins au plus près des gens. Oui, tout à fait. Quand on lit en détail les archives qui sont conservées à la Bastille, donc juste je précise, c'est que les archives que nous avons sont quasi toutes des archives d'origine policière. Donc la connaissance que nous en avons reste lisible à travers cette grille policière. Donc il faut avoir quand même un regard critique, un regard historien critique. Et donc, quand on lit ces archives, on se rend compte que donc ces archives sont écrites par des inspecteurs qui sont nommés pour traquer les pédérastes, comme on disait à l'époque, les sodomites. Bon. Et par exemple, quand on lit ce qui se passe dans le jardin des Tuileries, Thierry Pastorello en faisait mention, ça se fait partout. C'est-à-dire que ils sont dans le jardin, ils font leurs pratiques, leurs rencontres dans le jardin, au su et au vu de tous. Le jardin des Tuileries, ne l'oublions pas, c'est un jardin qui est très couru par la bourgeoisie, par la noblesse parisienne aussi, où il y a moins le menu peuple, hein, comme on l'appelait. Donc c'est un jardin qui n'est pas ouvert à tous. Et pourtant, sous les bancs, derrière un arbre, on a ces pratiques de drague, de rencontres, et c'est là-dessus que les policiers vont vouloir agir en nommant des inspecteurs qui se déguisent, qui se travestissent eux-mêmes pour, à leur tour, eh bien draguer et arrêter sur le fait, le plus possible, les homosexuels. Donc c'est quelque chose qui est très banal, qui est très courant. L'avocat Edmond Barbier, d'ailleurs, qui sur lequel, enfin, c'est lui qui écrit. Il écrit un journal de 1718 à 1763, et c'est à travers son écriture que j'ai fait connaissance avec cette affaire. Il le dit effectivement. D'ailleurs, il dit 2 ouvriers ont été arrêtés pour crime de S. Il ne nomme pas lui-même le terme de, enfin, il n'écrit pas le mot sodomie pour les raisons qu'on a évoquées. Il ne faut surtout pas en parler, mais il le dit. C'est quelque chose qui est très pratique, qui est très courant. Donc le jour de l'exécution, il le dit, on ne comprend pas pourquoi, il ne le dit pas comme ça bien sûr, mais on ne comprend pas pourquoi ils ont été arrêtés et exécutés. Donc il y a une banalité du geste, il y a une banalité du sentiment aussi qui existe au XVIIIe siècle et qui existe parce que il joue de la prudence. C'est un milieu qui, encore une fois selon les archives, a intégré des codes, a intégré une prudence qui leur permet de vivre. Oui, parce que ça, hein, Thierry Pastorello, il y a condamnation possible, donc il faut faire attention. Les archives, c'est ce dont disposent l'historienne et l'historien, mais pour savoir ce qui se passe, c'est vrai qu'il faut aller fouiner ici et là. Les évocations sont nombreuses. L'homosexualité qui apparaît dans les jardins que nous évoquons à Paris et dans d'autres villes de France, bien sûr, elle est parfois visible, contrairement à l'homosexualité qui se passe à domicile. On reçoit les gens et ça ne laisse aucune trace. Mais par contre, dans la littérature, on a plein d'évocations.
Oui, alors Pauline Valade a bien raison de le souligner. Les archives de police, c'est les archives des entrepreneurs de morale, de ceux qui les condamnent, les juges, les policiers. Donc effectivement, on est obligé d'avoir un regard critique sur ces archives. Effectivement, ça c'est de décrypter, de les croiser avec d'autres archives. Dans la littérature, effectivement, il y a l'homosexualité apparaît dans une littérature plus philosophique, parce qu'il y a au XVIIIe siècle tout un dialogue tout un discours sur qu'est-ce qui relève de la nature, qu'est-ce qui relève pas de la nature, et c'est ainsi que Jean-Jacques Rousseau développe la théorie du sentiment naturel, un sentiment conforme aux lois naturelles et un qui ne l'est pas. L'homosexualité devient un sentiment antinaturel, un sentiment acquis par des mauvaises habitudes. Et la sodomie est aussi une pratique qui est abordée dans des textes littéraires plus licencieux, elle est dans un roman libertin où le désir est mis à nu, la sodomie est vue mais elle est abordée dans des textes licencieux, donc ça veut dire qu'il faut voir les textes dans lesquels il est abordé. Ça veut dire c'est des textes que maintenant on lit, on trouve, c'est des textes qui nous sont importants pour notre recherche, mais qui à l'époque font scandale. Il y en a quelques-uns, je pense à Antoine Ferrand, des gens qui ont fait énormément scandale, quoi. Bah justement, là, Antoine Ferrand. Lorsque les deux anges blondins aux sodomites apparurent, deux des plus nobles citadins en rute après eux accoururent. Les anges eurent beau voler, les bougres pour les enculer, à leur dos si fort se lièrent, qu'emportés là-haut tout brandis, en déchargeant, ils s'écrièrent « Ah, nous sommes en paradis !» Antoine Ferrand, un poète, faut le dire, un épicurien et conseiller à la cour des aides de Paris, mort en 1719. Antoine Ferrand, ici, c'était une lecture par Bernard Bouillon, ce qui nous permet d'ailleurs juste de réfléchir au vocabulaire, parce que là, on entend les mots crus, enculé, on parle beaucoup de sodomie. Quels étaient les mots utilisés? Et Pauline Valade, vous avez fait, mais ça c'est votre formation d'historienne qui l'exige, attention au vocabulaire employé dans Bruno et Jean, votre roman. Quel est le vocabulaire employé? Parce que homosexualité, c'est un mot tardif, c'est récent par rapport à ce qui nous intéresse. C'est quand d'ailleurs, Thierry Pastorello, le mot homosexualité? Homosexualité, c'est le médecin hongrois Károly Mariákert-Bény en 1860 et quelques, je crois. Oui, donc c'est récent. Je crois que c'est ça. Non, les termes, il y avait plein de termes. Le terme de chevalier de la Manchette que Pauline Valade utilise et qui fait référence justement à ces sous-cultures sodomites. Il y avait le terme infâme, infamie, qui, dans les archives de la Bastille, ça revient fréquemment, parce que infâme, c'est un acte mauvais, c'est un acte malsain, c'est déjà un acte c'est en quelque sorte un peu, il y a un autre terme aussi qui est voisin, antiphysique. Antiphysique, ça veut dire, ça fait référence tout à fait contre nature, parce que dans l'ancienne France, contre nature, c'est contraire au plan divin. Dieu a créé l'homme et la femme, et donc le sodomite, c'est celui qui se met contre le plan divin. Donc c'est en ce sens-là que c'est un crime de nature religieuse, c'est presque un crime d'hérésie. C'est dans ce contexte qu'il y a cette affaire Bruno et Jean, janvier 1750. Ils sont surpris en pleine quicouterie. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs cette histoire-là? Parce que c'est particulier de se dire ils sont dans la rue. Qu'est-ce qui pose problème ici? C'est le fait que ce soit deux garçons? C'est le fait que ce soit public? C'est le fait que ce soit un acte sexuel, la sodomie? Alors, si on suit encore une fois les archives policières, c'est difficile d'émettre une affirmation. En fait, on ne peut émettre que des hypothèses et le roman est fondé sur ces hypothèses aussi. Qu'est-ce qui pose problème? Alors, si on suit la vision policière, ce qui pose problème, c'est que effectivement, alors c'est pas que ce sont deux hommes ou que ça se passe en pleine nuit, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se passent en plein jour derrière les troncs d'arbres des Tuileries et on ne fait que les arrêter et on les relâche très très vite. Qu'est-ce qui pose problème ici? Justement, c'est le cœur de l'affaire et c'est le point d'interrogation derrière lequel l'historienne
moi, en tout cas, enfin, j'ai buté. Et je ne sais pas ce qui a posé problème ce soir-là à ces militaires, à ces policiers qui circulent dans Paris. Parce que c'est quelque chose, voilà, de très banal. Et c'est ce qui fait aussi l'exceptionnalité de cette affaire. Puisque, voilà, dans l'espace public, ce que faisaient Bruno et Jean se faisait couramment. Mais d'ailleurs, si on lit les interrogatoires et surtout les témoignages qui vont nourrir l'affaire, on y reviendra peut-être, c'est que rien n'est certain, en fait. Rien n'est certain. Quand on lit certains... Alors, les 3 policiers, dans leur déposition, sont formels. On les décrit comme la culotte basse, la chemise sortie, en posture indécente. Voilà, ça, c'est ce qui revient souvent. Mais par contre, il y a aussi 3 autres témoins, puisqu'il y aura 6 témoins dans l'affaire. Et ces 3 témoins sont des civils qui passaient dans la rue. Ce sont les fils d'un marchand de fer de la rue. Hein. Voilà, ils passent parce qu'ils raccompagnent leur grand frère après une soirée. Et quand on lit leur déposition, c'est pas clair du tout, parce que donc ils sont 3. L'un va dire que oui, ils sont restés une demi-heure à les regarder. Donc le commissaire dit tout de même, c'est un peu long, c'est étrange. Ah oui, mais c'était peut-être pas une demi-heure, je ne sais plus. L'autre va rajouter, de toute façon, il faisait noir, on n'y voyait pas bien. Le plus jeune va expliquer que oui, tout de même, on croit avoir vu, ça peut laisser penser à, mais enfin rien n'est certain. Et il va même le dire, et le greffier va le noter. Donc pour nous, c'est très intéressant. Il dit, mais je ne suis sûr de rien, parce que peut-être, et finalement, mais pourquoi sont-ils arrêtés comme ça? Pourquoi on en fait toute une affaire? Donc quand on regarde et quand on prend le temps de lire et de déchiffrer un petit peu ce qui est non dit entre les lignes, rien n'est certain. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est incertain va très vite devenir probant par une volonté tout à fait arbitraire qui, d'un point de vue historien, est inexpliquée et inexplicable. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'en faire un exemple, parce que, voilà, on en parlera peut-être. Évidemment qu'il y a eu d'autres homosexuels condamnés, au bûcher aussi, mais à chaque fois, ce sont des criminels. Oui. Ce sont des pédophiles, ce sont des meurtriers, enfin, voilà, des choses absolument atroces, et c'est pour ça qu'ils sont brûlés, c'est pour ça qu'ils sont exécutés en place publique. Or, Bruno et Jean ne sont coupables d'aucun crime de droit commun, ils n'ont aucun antécédent avec le milieu policier, ils le disent, et c'est noté. Donc, pourquoi ? Et je n'ai pas la réponse. Et c'est pour ça que, voilà, c'est ce point d'interrogation qui amène la fiction pour essayer non pas d'apporter des réponses, parce que c'est pas nécessairement ce qui m'intéresse, mais c'est de questionner, et en tout cas de bousculer aussi le lecteur. Thierry Pastorello, au moment de réfléchir à la manière de juger l'homosexualité sous l'Ancien Régime, en l'occurrence c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, il faut rappeler combien il ne faut pas mélanger l'ensemble, c'est-à-dire que le viol par quelqu'un sur quelqu'un du même sexe, la condamnation, c'est pour le viol, pas mélanger le crime. C'est ça qui est très important, parce que par le vocabulaire utilisé au XVIIIe siècle notamment, je pense au mot pédéraste, eh bien, il y a une confusion qui s'opère. Et on sait que cette confusion, elle a longtemps duré, et elle dure d'ailleurs parfois encore aujourd'hui. Il faut le rappeler sans cesse. Hein. Oui, parce que pédéraste, ça fait référence à la pédérastie grecque, à l'amour pour les adolescents. Et l'homosexuel, vous parlez du viol, l'homosexuel très rapidement, et au cours du XIXe siècle aussi, ça va devenir celui qui porte atteinte, celui qui est amateur de chair fraîche, si je puis m'exprimer un petit peu trivialement, celui qui recherche des jeunes, et d'ailleurs jusqu'en 42, puisqu'en 42, l'alinéa du maréchal Pétain rajoute un alinéa à l'article 334 qui va être basculé à la Libération à l'article 331, ces 2 articles, et l'article 334, je crois que c'est ce qui concerne la débauche de la jeunesse, les détournements de mineurs, et donc ça va être doublé, parce qu'on pense que ce terme est presque emblématique de ça, mais au cours du XVIIIe siècle, il désigne globalement, je crois que il désigne les homosexuels qu'on rencontre dans les jardins publics. Ici, il devient courant, et il restera courant encore longtemps. Au début du XXe siècle, encore, quand on regarde des archives de police, on voit ce terme utilisé. Parce qu'homosexualité, c'est utilisé beaucoup plus tard. Et homosexualité, il faut pas oublier que c'est un terme qui est issu de la médicalisation de l'homosexualité. Ça incarne les sentiments sexuels contraires. Ça a été incarné par un médecin. D'ailleurs, maintenant, on utilise le terme gay parce que c'est moins, vous voyez,
ça a une connotation moins dramatique, voilà. Mais c'est vrai que ces mots-là ont une existence longue et pédéraste. On l'entend durant tout le XXe siècle. On voit bien ici ces différents discours qui s'écrivent un peu à peu, celui de la police, celui des philosophes au XVIIIe siècle, celui des médecins également. Pauline Valade. Je voulais juste ajouter quelque chose parce que par rapport à ce qu'on disait, l'homosexualité au XVIIIe siècle est très vite associée, enfin pas seulement au XVIIIe, mais très vite associée à la pédophilie, au crime. C'est qu'un élément très important dans le roman, Bruno et Jean, en particulier le personnage de Bruno, a peur d'un certain d'échauffour. Et d'échauffour a hanté le XVIIIe siècle parce que, donc juste un mot, parce que c'est très intéressant, je pense, sur ce qu'on est en train de dire, Étienne Benjamin d'Échauffour se faisait appeler le marquis du Préau, il n'avait rien de noble, et c'était un criminel pédophile. Il faisait commerce de garçons, pour reprendre l'expression de l'époque, pour le compte de riches seigneurs français, mais aussi étrangers. Et il est arrêté en avril 1726. Tous les interrogatoires et tous les témoins vont décrire des crimes absolument abominables. Et il va être exécuté le 24 mai 1726, brûlé en place publique lui aussi. Mais ce qui est important, c'est que quand on lit l'arrêt de condamnation qu'on trouve dans les archives du Parlement, je cite, donc il est condamné à être exécuté, parce que atteint et convaincu d'avoir commis le crime de sodomie. Point. Donc, il va être condamné au bûcher, ses cendres jetées au vin, etc. Exactement comme vont l'être Bruno et Jean. Donc, dans l'arrêt de condamnation de ce pédophile, de ce véritable criminel, on ne cite pas ces crimes. On dit il est condamné pour avoir commis le crime de sodomie, alors qu'en réalité, non. Il n'est pas exécuté parce qu'il était sodomite, il est exécuté parce qu'il était criminel. Donc, la confusion qui va perdurer jusque dans les années 40, et puis bon, peut-être sans doute après aussi, c'est qu'il y a cette hypocrisie de la procédure qui écrit noir sur blanc dans l'arrêt, et c'est l'arrêt d'exécution va être crié le jour de l'exécution pour informer les gens. Donc tout ça va créer une confusion, l'homosexuel et le pédophile. Or, rien de plus faux. Oui, parce que ici, d'ailleurs, l'étonnement serait de dire qu'en 1726, ce criminel d'Échauffour est condamné pour crime de sodomie, alors qu'il y a d'autres crimes. Oui. Mais on sent que cette affaire d'Échauffour est une affaire complexe, parce que elle touche à beaucoup de gens, et condamner un homme pour le crime de sodomie, ça évite peut-être de creuser un petit peu plus loin. Je crois aussi qu'il y avait, d'après moi, quand j'ai consulté ces archives sur le procès d'Échauffour, il y avait des noms qui avaient été rayés. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Pauline. Oui. Et parce que ça impliquait des hauts personnages de la cour. Et d'ailleurs, quand on parle de l'affaire Bruno Lenoir et Jean Diot, quelques années avant, je me rappelle plus exactement la période, mais je sais que je l'ai vu dans une publication, il y a des nobles dans les bosquets de Versailles qui avaient organisé une partie fine. Bon, ben, ils n'étaient pas très discret, donc toutes les dames se sont mises à la fenêtre, et bien entendu, vous imaginez, elles ont été outrées de ce qu'elles ont vu. Eh bien, je crois que c'était le régent Philippe d'Orléans, leur a dit, bon, ben maintenant, vous allez, vous partez à la campagne dans vos châteaux, mais ça n'a pas été plus loin que ça. Je pense qu'aussi, on était jugé en fonction de sa position, quoi. C'était Absolument. Plus facile de s'en prendre à ce que vous disiez, Pauline, au début, leur situation, c'était des gens modestes, voilà. Ouais, parce qu'il s'en passait dans les Le frère de Louis XIV était homosexuel, tout le monde le savait, il n'a jamais eu aucun problème. Et Louis XV lui-même, voilà, on a des mémoires qui expliquent que oui, jeune, il aurait eu peut-être des penchants et qu'il aurait été initié par certains nobles de la cour. On a les noms, mais ces nobles en question sont juste éloignés quelque temps. Donc on a vraiment, et ça, je pense que c'est très important de le rappeler, Bruno et Jean ont été exécutés aussi. Outre toutes les raisons inexplicables qu'on a évoquées, ils n'avaient aucune protection. Parce que ce sont deux hommes du peuple, un jeune apprenti cordonnier et un modeste domestique. Voilà, aucune protection, aucune empathie. Et puis un élément à ajouter dans cette réflexion, c'est ce qui se passe au XVIIIe siècle, ce nouveau regard porté sur le corps des individus, avec un souci politique, c'est ce que nous explique Michel Foucault. À partir du XVIIe, XVIIIe siècle, la vie, le corps, la santé, etc., sont devenus des objets politiques et économiques très importants à l'intérieur des sociétés occidentales. Les sociétés occidentales ont été, comme beaucoup d'autres sociétés, menacées par la mort pendant des siècles et des siècles, sinon des millénaires.
le gouvernement d'ailleurs, les gouvernements régnaient par la mort, par la peur, par la menace. Bon. Et puis, si vous voulez, avec le décollage économique, l'allongement de la durée moyenne de vie, le recul de la mortalité, vous avez eu, si vous voulez, un surplus de vie qui est apparu dans les sociétés européennes. Et c'est cette gestion de la vie qui est devenue un des impératifs politiques et économiques essentiels de ces 2 derniers siècles. Quelle clarté toujours, hein. Et plaisir d'entendre Michel Foucault, c'était en 1977. Tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est sa théorie. Il disait on passe d'un pouvoir qui donnait, sous l'Ancien Régime, l'exécution devait être publique, devait être exemplaire, parce que la majesté royale qui avait été atteinte par le crime devait être établie, et on passe à un pouvoir qui doit gérer la vie, d'où il est dit d'où la naissance de la prison. Mais effectivement, ce que dit Michel Foucault, ça explique, je pense, en partie l'abolition du crime de sodomie. Effectivement, ce changement de regard sur le corps, sur la pénalité, c'est le crime de sodomie est d'essence religieuse. C'est le chapitre 19 de la Genèse. C'est l'affaire des anges qui dit faites-les sortir pour qu'on les connaisse, et ça a été interprété comme ça. Alors maintenant, il y a des théologiens qui interprètent ça différemment. Bon, moi, j'irai pas plus loin parce que je suis pas sûr d'être très compétent en la matière. Mais donc le Dieu a brûlé la ville de Sodome, et donc c'est pour ça qu'on brûlait les sodomites. C'était aussi un crime un peu d'hérésie, parce que le terme, par exemple, de bougre qui est utilisé aussi fait référence au bogomil, un mouvement qui était antérieur au cathare. Et donc c'est en quelque sorte presque un crime d'hérésie. Et c'est ça qu'on abolit à la Révolution française. Mais on a effectivement l'homosexualité, comme vous le dites, Pauline, est pas mieux vue. C'est un changement de paradigme. Mais ça veut dire que tout ce qui est de nature religieuse, et surtout, c'est la réflexion d'un homme comme César Beccaria qui dit que pour qu'il y ait un crime, il faut qu'il y ait un couple, qu'il y ait une victime. Bon, dans le cas de l'homosexualité, si vous faites des galipettes, celui qui va vous voir, c'est la victime. Mais les crimes imaginaires, comme la sorcellerie, la sodomie, les crimes en soi disparaissent parce que c'est la pénalité, parce qu'il y a un nouveau paradigme. Mais oui, Beccaria, grand penseur des lois de la justice au XVIIIe siècle, et dans le cas de l'affaire Bruno et Jean, c'est sûr que il n'y a pas de victime entre les deux. Non. C'est les deux qui sont victimes d'un pouvoir. Mais Pauline Valade, lequel ? Parce qu'il y a une condamnation, bien sûr, mais ça, c'est la justice du roi. Puis il y a la condamnation de l'Église aussi. Qui condamne, en fait, l'homosexualité ici ? C'est un discours multiple qui condamne, mais vous l'avez bien dit, c'est la police qui traque ces homosexuels. Oui. Alors, dans cette affaire, moi, je n'ai pas trouvé de discours religieux... j'ai jamais croisé l'Église dans cette affaire qui condamnait d'une manière ou d'une autre. Ou en tout cas, si ça a été le cas, elle n'a pas laissé de traces. Qui condamne ? Alors, pour faire très 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 simple, donc il y a le commissaire de police qui dresse le procès-verbal le soir de leur arrestation, et puis ensuite c'est toute la machine, la mécanique judiciaire qui se met en place. Donc, qui dit mécanique judiciaire, c'est donc la justice du Parlement, et donc c'est la justice du roi, indirectement. On va avoir le lieutenant criminel qui va tout de suite rendre une ordonnance qui explique qu'il faut absolument instruire les faits. Et donc les accusés restent prisonniers à ce moment-là. Donc là, on est dans la première phase de la procédure, c'est-à-dire l'information. Ensuite, il va y avoir leurs interrogatoires. Ils vont être interrogés 2 fois, le 7 janvier et puis un petit peu plus tard, le 28 janvier 1750. On remarque quand on lit ces interrogatoires que... Alors, encore une fois, c'est la plume du greffier qui écrit leurs interrogatoires. Mais Bruno et Jean, ils ne sont jamais confus. Mais on sent bien qu'ils sont un peu abîmés par ce mois de janvier, peut-être par les conditions de détention aussi. En tout cas, c'est perceptible, ou en tout cas, c'est peut-être une interprétation de ma part. Ils doivent certainement pressentir que la procédure est anormale. La plupart du temps, quand les homosexuels se font arrêter, ils passent au maximum quelques jours enfermés, parfois à Bicêtre, et puis ils sont relâchés très vite après ce qu'on appelle c'est décrit comme ça, une mercuriale du lieutenant général de police, c'est-à-dire une petite leçon de morale, et on ressort. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est logique, parce que l'appareil policier n'a absolument pas les moyens de contrôler déjà la population de Paris. En 1750, on a à peu près 550 000 habitants, donc elle n'a pas les moyens
de contrôler tout le monde, elle n'a pas les moyens non plus de contrôler et d'arrêter et d'enfermer les homosexuels. Donc il y a une tolérance aussi de fait, relative bien évidemment. Donc ils doivent pressentir que ça ne se passe pas comme les autres, que c'est anormal. Et à partir donc de ces interrogatoires, on va aller chercher les témoins, et puis on va lancer la deuxième phase de la procédure, c'est-à-dire le récollement. Donc on va demander à ces témoins de témoigner, de confirmer leur déposition, même si elle est peu claire, comme on le disait tout à l'heure. Et puis toujours ce lieutenant criminel va travailler avec le procureur du roi, donc le procureur en l'occurrence ici criminel, et ce procureur du roi, comme tout procureur, il va rédiger une requête, et cette requête va très progressivement glisser vers la peine du bûcher. Mais on voit que déjà dans les interrogatoires, les questions sont orientées, et que en fait, à la fin du mois de janvier, ils ne sont pas condamnés, mais tout va en ce sens, pour des raisons inexplicables, encore une fois. Oui, c'est ce que vous ressentez, Pauline Valade, en lisant ces archives, parce que oui, il y a 6 témoins, 3 policiers et 3 passants, mais il y a d'autres personnes qui peuvent expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est bien évidemment les 2 principaux concernés, c'est Bruno et Jean. L'interrogatoire de Bruno Lenoir, nous sommes le 28 janvier 1750. Interrogatoire de Bruno Lenoir, en date du mercredi 28 janvier 1750. On le fait venir de la prison du Grand Châtelet. Il est garçon cordonnier, âgé de 20-22 ans, natif de la ville de Douai en Flandre. Demeure à Paris, rue des Carliers, chez le nommé L'Épître, maître cordonnier après serment. Il lui est demandé si le 4 janvier, sur les 11h du soir, il a été rue Montorgueil. Il répond oui, qu'il y a été. En qui ce qu'il a été y faire. A dit qu'il revenait d'avec ses camarades se promenant au Porcheron. S'il n'est pas vrai que lui répondant s'est arrêté dans la dite rue de Montorgueil avec un autre particulier. A dit qu'étant pris de boisson, il croit s'être arrêté pour dormir près d'une borne, qu'il croit pareillement qu'il y avait un homme avec lui, mais dit qu'il ne le connaît pas. Raphaël Laloum, dans le cours de l'histoire, qui nous disait cet interrogatoire, Bruno Lenoir. Donc nous sommes quelques jours après les faits, nous sommes 24 jours après le moment où ils ont été arrêtés. Que disent-ils, Bruno et Jean, pour se défendre ? Alors, ils nient. Ils disent d'abord qu'ils ne se connaissent absolument pas. Quand on leur demande si vous ne vous connaissez pas, pourquoi étiez-vous en cette posture indécente ? Ils vont expliquer, surtout Jean va expliquer que tout simplement il était en train d'uriner. Il lâche de l'eau, voilà, c'était son expression. Et il va le répéter plusieurs fois. Parfois ils vont sous-entendre que oui, peut-être ils se connaissaient, mais enfin souvent non, on ne se connaît pas. De toute façon il faisait noir. Jean va expliquer qu'il était en train de livrer des dindons. Voilà, puisque n'oublions pas qu'il est domestique pour une charcutière. Donc, ils se remettent ils expliquent une situation totalement banale et ils vont le répéter. Ils vont le répéter, quitte parfois à s'embrouiller. C'est ce qu'on perçoit un peu, probablement par angoisse. Oui, simplement. Jean, c'est le plus âgé des deux. C'est le plus ça. âgé, exactement. C'est celui qui travaille dans la charcuterie. Il y a vraiment une différence entre les propos des deux, entre Jean, Bruno, parce que ça doit être, on peut pas le savoir, ça, il n'y a pas le témoignage, si ce n'est par le filtre du greffier et de la police, de cette incompréhension. Vous, Pauline Valade, vous l'avez ressenti, cette incompréhension, parce que depuis le début de l'émission, nous l'expliquons bien, l'homosexualité, c'est quelque chose d'assez courant, il suffit de lire, et c'est très drôle d'ailleurs, ça a été publié au Mercure de France, les flagrants délits sur les Champs-Élysées, c'est les souvenirs du gardien des Champs-Élysées, Federici. Je l'ai, c'est un ouvrage que j'ai dans ma bibliothèque personnelle. C'est exceptionnel. Il est remarquable. Oui. Dans son journal, toutes les 4 pages, il dit j'en peux plus, derrière le buisson encore une fois, faut qu'ils arrêtent, ça fait le bazar. Donc c'est partout. Donc ici par contre, est-ce qu'on pourrait dire que la justice s'emballe en fait, c'est comme quelque chose qui échappe à tout le monde, aux policiers et même aux juges. Exactement. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en tant qu'historienne, et puis c'est pour ça que j'en ai fait quelque chose de romancé. C'est que la justice s'emballe, et
alors brusquement, bon, la justice de l'époque est rarement douce, faut quand même le rappeler, mais brusquement, elle devient totalement archaïque parce que il y a des précédents, comme on le disait, d'homosexuels exécutés, mais ça n'a strictement rien à voir. Et à la fin des interrogatoires, avez-vous déjà été en prison ? Non. Avez-vous déjà commis des actes ? Non. Ils ne se connaissent pas. Et d'ailleurs, dans la procédure du récollement, dans la procédure de la confrontation, la dernière phase de la procédure criminelle, les accusés vont rencontrer les témoins. Et on a donc le greffier, encore une fois, qui écrit ce qu'il se dit. Et voilà, il va dire donc ne se connaissent pas, ou alors avec Jean, par exemple, connaît l'un des soldats qu'il a arrêté. Donc réseau de connaissances ou personne du quartier, on ne sait pas. En tout cas, pourquoi ? Voilà. Et on reste, en tant qu'historienne, on reste prisonnier de ce point d'interrogation, et c'est là que soit on bute et on n'en fait rien, soit on s'intéresse et on se laisse aussi bousculer par ces interrogatoires, par ce qu'on peut lire entre les lignes, et on écrit une fiction pour déjouer en fait les silences de l'histoire, mais pour aller tout simplement pour leur redonner la place pour une dimension humaine déjà, et questionner sur effectivement une justice qui s'emballe, une justice qui est arbitraire, une justice qui bâcle sans bâcler, parce que quand on regarde les phases de la procédure, il n'y a rien de plus traditionnel, il n'y a pas de vice de forme, il n'y a pas de traces de corruption comme on pourrait le penser, pas du tout. Le procureur du roi fait son travail, point. Voilà, et c'est ça qui est et c'est dramatique. Qui est émouvant aussi. Ouais. C'est émouvant parce que là, nous sommes au plus près de ce qui est censé être caché et non dit aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Nous nous intéressons à la manière dont l'homosexualité était jugée au sens criminel, avec des juges, était jugée au sens social aussi, avec le regard porté sur ces affaires, et le sergent du guet qui sillonne les rues de Paris à la recherche. Dans le cours de l'histoire, cherchez le garçon, le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Boeck, aujourd'hui à la technique, Anthony Thomasson, et aujourd'hui nous sommes avec Bruno et Jean, avec Thierry et Pauline aussi, pour essayer de comprendre ce que signifie cette exécution pour crime de sodomie en 1750, parce que Pauline Valade, Bruno et Jean, c'est le roman que vous publiez chez Actes Sud, mais vous êtes historienne, donc à partir de toute cette réflexion sur la manière d'appréhender les archives, ils sont condamnés. Mais ils sont condamnés pourquoi alors ? C'est quoi le motif de leur condamnation ? C'est pas l'homosexualité, on l'a bien dit, le mot n'existe pas avant la fin du 19e siècle. Ils sont condamnés pour crime de sodomie. Clairement, c'est ça. Point. Voilà, exactement. Il n'y a pas de doute, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui, dans les témoignages, est incertain, va devenir probant. Ouais. Et donc ils vont être accusés. Voilà, c'est toujours la phrase, déclaré dûment atteint et convaincu de crime de sodomie, mentionné au procès. Et voilà, je ne sais pas si je peux lire l'extrait. Allez-y. Pour réparation, condamnons les dits Bruno Lenoir et Jean Diot à être conduits dans un tombereau à la place de Grève, et là à y être brûlés vifs avec leur procès, leurs cendres ensuite jetées au vent, leurs biens acquis confisqués au roi, etc., etc. Donc ça, c'est la sentence du procureur criminel, en date du 27 mai 1750, qui sera enregistrée dans les arrêts du Parlement, c'est-à-dire notée dans les registres du Parlement criminel, en quelques lignes, très très brèves, donc c'est assez saisissant. Du 5 juin 1750, Bruno Lenoir, après sentence, donc est passé rue Montorgueil, donc on reprend en 2 lignes, et puis dans la marge, brûlé. Voilà. Pareil pour Jean, dessous, après sentence, est passé dans la rue Montorgueil, arrêté, sentence confirmée, brûlé, étranglé avant exécution. Donc, ils sont condamnés pour crime de sodomie. Ils ne sont pas brûlés vifs, voilà. Alors, ils sont condamnés à être brûlés vifs, mais en réalité, il y a ce qu'on appelle le retentum d'indulgence, qui était décidé par les juges, mais qui n'apparaissait pas. Ce retentum d'indulgence, c'est l'étranglement. Avant le bûcher. Il est noté dans les documents parlementaires, dans les registres du Parlement, mais il n'est jamais mentionné dans l'arrêt de condamnation, puisque cet arrêt, comme je disais tout à l'heure, on va le crier à la population pour que la population comprenne bien, qu'il n'y ait pas de rumeur, que la justice du roi soit la plus claire possible pour tous. Et donc, voilà, la population ne sait pas qu'ils seront étranglés. Bruno et Jean sont condamnés. Aujourd'hui, lundi 6, on a brûlé en place de Grève, publiquement, à 5h du soir, 2 ouvriers. À savoir un garçon menuisier et un charcutier, âgés de 18 et 25 ans,
que le guet a trouvé en flagrant délit dans les rues le soir. Il y avait apparemment un peu de vin sous jeu pour pousser l'effronterie à ce point. C'est ainsi que nos 2 hommes ont été découverts. Comme il s'est passé quelque temps sans faire l'exécution après le jugement, on a cru que la peine avait été commuée à cause de l'indécence de ces sortes d'exemples, qui apprennent à bien de la jeunesse ce qu'elle ne sait pas. Bref, l'exécution a été faite pour faire un exemple, d'autant que l'on dit que ce crime devient très commun et qu'il y a beaucoup de gens à Bicêtre pour ce fait. Et comme ces 2 ouvriers n'avaient point de relation avec des personnes de distinction, soit de la cour, soit de la ville, et qu'ils n'ont apparemment déclaré personne, cet exemple s'est fait sans aucune conséquence pour les suites. Il y a les archives judiciaires et puis il y a d'autres archives autour de cette condamnation. Ce que nous venons d'entendre, lu par Sam Bakiast dans le cours de l'histoire, c'est un témoignage, c'est un avocat qui voit ce qui se passe. C'est un avocat qui est connu pour être l'un des chroniqueurs les plus sûrs et les plus prolifiques au XVIIIe siècle. Il s'appelle Edmond Jean Barbier et il va écrire un journal, une chronique de 1718 à 1763 de tout ce qu'il entend et de toutes les informations qui lui parviennent. Lorsqu'il écrit ces quelques lignes au mois de juillet, le 6 juillet, un lundi, ce qu'il en dit est très intéressant sur bien des plans parce que, d'abord, je le disais tout à l'heure, ils sont condamnés pour crime de S. Il n'écrit pas le mot. C'est sodomie, hein. Oui, c'est sodomie, voilà, bien sûr. Il explique que comme il s'est passé quelque temps sans faire l'exécution après le jugement, voilà, on a cru que la peine avait été commuée. Donc, il explique du 4 janvier de leur arrestation au 6 juillet, le jour de leur exécution à 17h le soir, il se passe 6 mois. Et pendant ces 6 mois, personne n'entend parler de Bruno et Jean. Il n'y a pas de rumeur, précisément parce qu'on n'a rien à leur reprocher de particulier. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de délit, il n'y a rien. Et donc il dit, on a pensé qu'ils étaient condamnés à perpétuité ou autre. Il le dit. Bref, l'extrait qu'on vient d'entendre, l'exécution a été faite pour faire un exemple. Ça, c'est une hypothèse peut-être la plus facile, même en tant qu'historien, qu'on peut établir. Bon. Je peine à y croire, même si je ne suis pas du tout spécialiste de l'homosexualité ou de la justice au XVIIIe siècle. Pourquoi faire un exemple à ce moment-là? Certaines personnes qui ont un peu travaillé sur le sujet disent oui, mais c'est un moment en 1750 où la population s'est révoltée parce qu'au mois de mai, c'est quelque chose qui apparaît dans le roman. Au mois de mai, il y a une affaire gravissime qu'on a appelée l'affaire des enlèvements d'enfants, sur lequel Arlette Farge notamment a beaucoup travaillé. Donc la population dans les faubourgs de l'Est va s'en prendre à la police. Il va y avoir des hommes qui vont être pendus, qui vont être punis. Donc peut-être que c'est un moment où il faut ressaisir le contrôle policier sur cette population. Bon. À titre personnel, je n'y crois pas. Je ne crois pas que ce soit pour faire un exemple. C'est complètement décorrélé. Toutes ces affaires sont complètement décorrélées. Donc, on ne sait pas. Et lui-même le dit, on ne sait pas. Mais ce qu'il rajoute, par contre, donc, c'est une phrase très importante, à la fin de ce que dit Barbier, on n'a point crié le jugement. Donc, l'arrêt de condamnation n'est pas crié. Tiens, et c'est suffisamment rare pour être dit. On n'a point crié le jugement pour s'épargner apparemment le nom et la qualification du crime. Et ça, en un sens, Barbier a raison parce que les autorités n'ont pas eu à se justifier. Et il le dit, on avait crié celui du sieur des Chauffours en 1726. Oui, parce que ce n'était pas du tout pour les mêmes raisons. Donc Barbier, je ne sais pas ce qu'il pense à l'époque, je ne sais pas ce qu'il sait, ce qu'il croit, etc. Mais en tout cas, il montre à quel point c'est inédit, personne n'a compris. Et justement, c'est parce que personne n'a compris qu'il est difficile de souscrire à l'idée que c'est une condamnation pour l'exemple, parce que sinon, la valeur pédagogique, si je puis dire, de l'exécution n'a pas lieu. Et puis cet avocat, Edmond Barbier, a bien noté, comme tous ses contemporains, il l'écrit, que ces ouvriers n'avaient point de relation avec des personnes de distinction, soit à la cour, soit à la ville. Donc il sait bien comment ça se passe avec Thierry Pastorello ici, dans l'idée de ne pas crier le crime et de camoufler tout ça, cette peur. Et là, on arrive doucement sur ce discours vraiment médical, la crainte de la propagation de l'homosexualité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui obsède les gens qui sont en charge de régler l'ordre social. Oui, d'ailleurs, j'ai un témoin que j'avais eu,
le lieutenant-général Jean-Charles-Pierre Lenoir, qui a été lieutenant-général de police de 1776 à 1785, ce qui correspond à peu près au préfet de police de Paris maintenant, il dit « Le vice infâme progresse inexorablement dans la population ». Voilà, il y a l'idée que ce vice progresse inexorablement, qu'il faut et que plus il est visible, plus il fait des adeptes, et que il faut vraiment il faut vraiment faire quelque chose. Alors effectivement, le cas de la condamnation de Bruno Lenoir et Jean Diot, je suis d'accord avec Pauline, on peut pas aller plus loin. Nous, on est des historiens, on est dépendant des sources et on peut pas inventer ou surinterpréter des choses qui Mais donc le rôle de la police, ça va être ça. Alors ils en parlaient de Bicêtre quand ce qu'on appelait les pédérastes endurcis, ceux qu'on revoyait régulièrement dans les jardins, ils pouvaient finir par être enfermés à Bicêtre, qui était une prison, qui était un hôpital-prison, un endroit sinistre, hein, vraiment. Hein. Il y a des gens qui ont travaillé dessus, c'était un endroit absolument sinistre. Mais dans la plupart des cas, effectivement, comme signait Pauline, on leur faisait signer une mercuriale, ça veut dire, je vous promets, je reviendrai plus là, sauf au jour où on les reprenait, quoi. On les retrouvait dans les mêmes endroits. Ça se limitait à ça dans la plupart des cas. Hein. La police a un rôle de contrôle. Il faut vraiment que l'homosexualité reste quelque chose d'invisible, quelque chose qui ne se voit pas dans le domaine public. Et d'ailleurs, quand on prend les débats sur le Pax, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1999, même sur le mariage pour tous, il y a des choses comme ça qui ressortent. Ça veut dire, ça y est, maintenant ça va être visible. Donc, tout le monde va devenir homosexuel. Crainte sur la natalité, etc. Donc ça c'est ancien, ça. Et ça apparaît au XVIIIe siècle, parce qu'au XVIIIe siècle, on est dans une ville, dans effectivement, les faits d'homosexualité sont beaucoup plus visibles dans la vie urbaine, parce que nous, on est dépendant des sources, donc ceux qui apparaissent effectivement que dans les sources de police, c'est ceux qui posaient de problème, et ceux qui posaient pas de problème, ils apparaissent pas. Et vous me parliez tout à l'heure des femmes. Dans les femmes, il y avait un terme qu'on disait les tribades, mais elles apparaissaient absolument pas dans les archives, j'en ai pas vu. Par contre, il y a des pamphlets, par exemple le pamphlet sur la reine Marie-Antoinette, un des pamphlets qui est à la Bibliothèque nationale de France, qui dit qu'elle aurait pratiqué le tribadisme avec la duchesse de Polignac ou avec la princesse de Lamballe. Et d'ailleurs, la malheureuse princesse de Lamballe, le jour de son massacre, le 3 septembre 1792, devant la prison de la Force, des gens auraient crié « C'est l'amie de l'Autrichienne, la Sappho du Trianon ». Donc, vous voyez, c'est tout ça pour dire que l'homosexualité doit être plus apparaître dans le domaine public, parce que c'est quelque chose de mal, parce que c'est un comportement qui est malséant. Mais l'abolition du crime de sodomie, c'est pas une volonté de faire progresser des droits. Hein. Ça serait. Je sais pas si des gens disent ça, mais si des gens disent ça, c'est de l'anachronisme parfait. Hein. En 1791, cette abolition du crime de sodomie. Oui, c'est pas dire que maintenant on va accepter l'homosexualité. Avec cette homosexualité qui, sous l'Ancien Régime, faut le dire, est acceptée du moment que ça se voit pas et que ça pose pas de problème, sauf dans quelques cas particuliers. C'est le cas de cette affaire Bruno et Jean-Pauline Valade. Ce que nous disait Thierry Pastorello à l'instant. Mais oui, historienne, tributaire des archives, et puis on sent ici qu'il n'y a pas l'archive qui va permettre de saisir le pourquoi, si ce n'est par l'hypothèse, mais qui est aussi une démarche historique à apporter des hypothèses. Oui. Le choix du roman, là, que vous publiez chez Actes Sud, pourquoi l'idée du roman? Parce que moi, j'ai envie de vous dire, vous n'avez même pas besoin de me répondre, parce que j'avais envie, c'est déjà un argument suffisant. Vous avez travaillé sur le goût de la joie, réjouissance monarchique et joie publique à Paris au XVIIIe siècle. Et là, avec Bruno et Jean, vous êtes dans un autre registre, celui du roman. Ce choix, donc, c'était pour permettre de mettre les hypothèses avec un cadre narratif autre que celui du livre d'histoire. Oui, alors je vais vous répondre comme vous me l'avez indiqué. J'avais envie. Déjà ça suffit. Ouais. J'avais envie, oui, parce que
pour tout vous dire, voilà, j'ai fait des études d'histoire parce que je voulais avoir des connaissances historiques pour pouvoir écrire de la fiction. Au départ, c'était ça. Et puis quand j'ai commencé mes études, je suis tombée dans le XVIIIe siècle, j'ai fait de la recherche. Et quand je suis tombée sur cette affaire, ça m'a interpellée et ça me permettait de lier mes deux passions, voilà, pour le dire rapidement. Et ce qui m'intéressait, c'était qu'une fois plongée dans ces archives et une fois, après avoir mesuré la béance de ces silences et du mystère finalement de tout ce qui est inexplicable, on pouvait combler, ou du moins, je préfère le mot déjouer que combler, les silences de l'histoire par de la fiction. Et parce que finalement, peu importe ce qui est advenu le soir du 4 janvier 1750, on ne le sait pas, on ne le saura jamais, et à la limite, ce n'est pas le sujet. Ce qui importe, c'est de susciter par la fiction, pour moi, pour les lecteurs, j'espère, une capacité de projection, un imaginaire, et donc nécessairement une empathie. Je l'espère, qui est essentielle. Vous disiez, c'est une manière aussi de faire de l'histoire. C'est vrai. Yvan Jablonka, par exemple, a beaucoup travaillé sur le sujet et il a dit, voilà, dans son ouvrage « L'histoire est une littérature contemporaine », je le cite, « La littérature, c'est de la recherche ». Alors évidemment, ce n'est pas de la recherche au sens le plus rigoureux possible qu'on la pratique quand on fait de l'histoire, mais c'est aussi une recherche de qui ont été ces hommes, comment peut-on leur redonner une dimension humaine, comment les replacer aussi dans leur époque, dans leur vie. Et à ce moment-là, je pense que, je suis intimement convaincue que la littérature permet d'immerger le lecteur et donc de refléter un réel que l'historien se doit d'expliquer. Donc, dans le roman, je l'explique aussi, il y a évidemment toute cette connaissance historique, mais et cette connaissance historique, d'ailleurs, j'ajoute, la fiction se glisse dans une espèce de corset de rigueur, de discipline d'écriture, puisque mon pari, c'était d'immerger le plus possible le lecteur dans ce Paris du XVIIIe siècle, pour être plus crédible, pour être plus réaliste. Et je m'étais dit que si je suis réaliste, peut-être qu'on va croire dans cette fiction, dans la vie de ces deux hommes. Donc c'est voilà, c'est ce va-et-vient, parce que c'est sûr que dans la fiction, il peut y avoir une rigueur scientifique préalable pour pouvoir aller ensuite dans une autre narration, mais dans le livre d'histoire, faut jamais l'oublier, il y a de la littérature parce que les historiennes, à partir du moment où ils écrivent des livres, font attention au style, aux mots utilisés et à la volonté d'embarquer son lecteur le plus loin possible, avec ici une période qui est vraiment forte dans ce qui nous intéresse. Thierry Pastorello, je reprends le sous-titre de votre livre. Le titre, c'est Sodome à Paris, c'est l'homosexualité masculine en construction, parce que toutes ces années que nous évoquons, cette condamnation de 1750, qui est la dernière exécution pour crime de sodomie, c'est aussi cette construction de l'homosexualité. C'est aussi l'identification qui se forge peu à peu. Et cette fin 18e siècle et ce 19e siècle, ça fonctionne très bien dans le schéma d'analyse. Oui, l'homosexuel devient un personnage, une nature progressivement. C'est effectivement. Et d'ailleurs, vous parliez des sources littéraires, la littérature. Pour l'histoire de l'homosexualité, la littérature est une des sources. D'ailleurs, c'est ce que André Guélin nommait les imprimés ayant caractère de source. C'est la littérature de l'époque, c'est une des sources. Moi, je m'en suis servi. Et donc, il y a l'homosexuel devient un personnage. Et il y a déjà d'ailleurs le terme sodomite tel qu'il est employé dans les archives de la fin du XVIIIe siècle. On voit que c'est plus l'acte, mais ça désigne plutôt un personnage. Pourquoi ? Parce que il y a les sous-cultures, pour employer un terme qui était cher au sociologue américain Howard Becker, Outsiders, études de sociologie de la déviance, dont je me suis servi pour ce travail. Ces sous-cultures pose question, et donc progressivement on se rend compte qu'il y a ces gens-là existent et ils sont là. On peut pas faire grand-chose pour les faire disparaître. Effectivement, on peut contrôler, et donc l'homosexualité devient et elle va devenir un fléau social jusqu'en 1960, quand le député Paul Mirguet monte à la tribune de l'Assemblée nationale. On peut parler de lui, il est décédé maintenant. Et il a dit qu'un fléau menace la France, c'est l'homosexualité. Et il a fait classer l'homosexualité parmi les fléaux sociaux, au même titre que la drogue et l'alcoolisme. Et ça va être enlevé au début des années 80, quoi.
Oui, parce qu'on n'imagine pas aujourd'hui, et je pense aux plus jeunes générations, ce que peut signifier cette histoire-là. Ce qui semble une évidence aujourd'hui a été le quotidien d'hommes, de femmes qui ont authentiquement souffert, jusqu'à la mort dans le cas de Bruno et Jean, et puis avec un quotidien extrêmement difficile et douloureux. Pauline Valade, que reste-t-il de la mémoire de Bruno et Jean ? Il y a une plaque à Paris ? Absolument, il y a une plaque qui a été apposée à la fin de l'année 2014 par la mairie de Paris qui commémore, donc à l'emplacement au croisement, enfin, dans la rue Montorgueil, qui commémore leur nom et qui rappelle que ce sont les 2 derniers condamnés à mort pour homosexualité, donc sans aucun autre crime, aucun autre chef d'accusation. C'est ce qui reste. Et je pense que justement la littérature peut aider à se souvenir, mais aussi à questionner aussi. Je finirai juste par un tout petit mot. Miguel Bonnefoy, qui est sur France Culture la semaine dernière, a dit une phrase que j'ai trouvée magnifique. La littérature ne sert pas à voir, mais à mesurer l'épaisseur de l'ombre. Et je me suis dit, c'est une phrase magnifique parce que je peux tout à fait la transposer dans le projet de Bruno et Jean, parce qu'ici, la littérature ne sert pas à voir le passé, puisque quand bien même on le voudrait, on ne pourrait pas savoir ce qui s'est passé le 4 janvier. Elle sert simplement à mesurer l'épaisseur de l'ombre qui nous sépare de cette affaire. Et peut-être qu'on peut mesurer les progrès, mais la vigilance qu'il faut conserver sur la liberté, en fait. Ben voilà. Oui, moi j'ai ce travail que j'ai fait à l'époque, c'était effectivement, je voulais redonner vie à des hommes sans voix, et surtout faire progresser une réflexion sur les interdits de la société. Merci vivement à tous les deux de nous avoir offert vos lumières. Je rappelle les titres de vos ouvrages: Sodome à Paris, Thierry Pastorello, et vous, Pauline Valade, Bruno et Jean. C'est votre roman chez Actes Sud. Merci vivement à tous les deux. Ils sont condamnés pour crime de sodomie. Dans l'ancienne France, contre nature, c'est contraire au plan divin. Dieu a créé l'homme et la femme, et donc le sodomite, c'est celui qui se met contre le plan divin. C'est presque un crime d'hérésie. Or, rien de plus faux. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copé, Raphaël Laloum, Chloé Rouillon et Mayo Nguizou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.